Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Litora multu ille terris iactatus et alto. Salut été à Mickey, ici Faunefos, et aujourd'hui on parle de Néron. Et il y a plein de choses à dire encore une fois. Mais avant, deux avertissements. Le second, c'est encore une question de véracité historique. Dans cette série, je vous parle pas tant de l'empereur lui-même que du souvenir qu'il a laissé dans la mémoire romaine. Ce qui est particulièrement vrai dans le cas de Néron. D'une part, il a défié et souhaité dissoudre le Sénat. Et ça, vous savez que c'est une mauvaise idée si on ne veut pas une légende noire à faire pâlir Vlad III. D'autre part, Néron est le dernier des Julio-Claudiens, et après une grosse guerre civile, c'est la dynastie des Flaviens qui arrive au pouvoir. Et quand on veut mettre une nouvelle dynastie au pouvoir, il vaut mieux que l'ancien soit vraiment mauvais. Donc l'image qu'on a gardée de Néron est très influencée par la propagande flavienne et sénatoriale. Il y a probablement un fond de vérité, mais c'est exagéré. Et maintenant, passons directement dans le vif du sujet. D'abord, on doit savoir qui est Néron. C'est le fils d'une part d'Agrippine la Jeune, que l'on commence à connaître, et d'autre part de Cnaeus Domitius Arenobarbus, dont la famille a fait des choses très importantes par le passé, et qui était mariée avec Agrippine avant qu'elle n'épouse Claude. Néron est donc le fils adoptif de Claude. Problème, Claude a déjà un fils biologique, Britannicus, de son troisième mariage avec Messaline. Et Britannicus, il a tout le prestige nécessaire pour succéder à son père. Il faut donc résoudre ce problème. Néron et sa mère font appel au service de Locuste, empoisonneuse célèbre, pour éliminer Claude et Britannicus. Après quelques rebondissements dont je vous épargne les détails vraiment dégueulasses, ça fonctionne. Et Locuste est récompensé par des terres et un pardon de Néron pour les autres empoisonnements qu'elle a commis. Et nous voilà avec Néron sur le trône. Et là, comment dire ? Sa mère voulait qu'il soit empereur, mais lui, sa carrière rêvée, c'était artiste. Suétone dément les rumeurs qui veulent que Néron ait été incapable de composer lui-même ses chansons. Il dit avoir vu de ses yeux les documents de travail de Néron dans les archives, et il semble improbable que Suétone mente là-dessus. En revanche, pour ce qui est de la question de son talent, forcément, tout le monde flatte son ego. Il est empereur. Donc on peut pas vraiment se fier aux nombreux prix qu'il a reçus en Grèce. Il semble d'après Suétone que des gens étaient attristés par sa mort. Mais toujours d'après Suétone, Néron aurait interdit au public de quitter le spectacle pendant ses représentations. Et comme on n'a rien gardé de ses compositions, on va dire que Néron c'est un peu la pop star de Schrödinger, qui est à la fois bon ou mauvais tant qu'on n'a pas observé ses shows. Pour ce qui est de sa carrière politique, on ne sait pas trop non plus. Le problème de Néron, c'est qu'après sa mort, on a cramé tous les écrits qui étaient en sa faveur. Ça s'appelle l'abolitio nominis et c'est une sanction juridique prononcée par le Sénat post-mortem. Maintenant, imaginez que je détruise toute trace des médias de gauche aux USA et que je vous demande si Biden était un bon président. Avec ce qu'il reste, donc les sources républicaines, vous allez forcément me dire que c'est un vieux sénile qui boit du sang d'enfant. Tout ce que je peux vous dire pour sûr, c'est que les impôts sont probablement augmentés pour financer le train de vie de Néron, qu'on frappe beaucoup de pièces et qu'il y a eu des conflits avec le Sénat. On va revenir sur ce point, mais Suétone décrit aussi le règne de Néron comme ayant connu beaucoup de morts dans l'aristocratie. Notamment Sénèque, oui, celui qui écrit l'Apokoloquintos du divin Claude, et c'était aussi l'ancien précepteur de Néron, qui est poussé au suicide. Et ça semble plutôt vrai. Parmi les grands projets du règne de Néron, on trouve la construction de la Domus Aurea. Palais extrêmement luxueux et immense, au point que les Romains disaient Roma domus fiet, veios migrate quirites, si non et veios occupatis ta domus. La Domus Aurea comporte, entre autres luxes, une salle à manger qui tourne sur elle-même. On a cru longtemps que c'était une exagération des sources, jusqu'à ce qu'on trouve ladite salle en 2009. Et elle fonctionne, avec des esclaves, évidemment. Néron est tellement pris par sa fièvre édificatrice qu'on va l'accuser d'avoir déclenché l'incendie de Rome de 64 pour reconstruire la ville à son image. Incendie atroce qui dure une semaine. Suétone dit même que Néron s'est mis à contempler l'incendie en chantant les vers de l'Iliade qui racontent la chute de Troie. Bon, dans les faits, l'incendie est probablement accidentel. Mais Néron accuse les chrétiens, et ça va pas non plus aider pour sa légende noire. En 68, Julius Vindex, un noble gallo-romain, lance une révolte contre Néron qui sera détaillée dans le prochain épisode. Mais Néron essaye de négocier pour céder le trône et partir s'exiler quelque part. Son plan échoue, et pendant qu'il perd la guerre civile en Espagne et en Gaule, le Sénat vote la destitution de l'empereur.
Néron fuit avec Sporus et son secrétaire Épaphrodite, et se donne la mort dans sa fuite en citant l'Iliade et en s'exclamant Qualis artifex pereo. Pour les détails de sa fuite très romanesque, je vous recommande vraiment de lire le récit qu'en fait Suétone, les références sont en description. Et il est maintenant temps pour moi de vous laisser pour cette semaine. La semaine prochaine, on va revenir sur la révolte de Vindex et de celui qui succède à Néron pour quelques mois, Galba. L'année 68-69 est surnommée année des 4 empereurs. La guerre civile va faire se succéder plusieurs chefs à Rome et nous occuper pendant un mois. La révolte de Vindex éclate en mars 68, Néron meurt en juin. Au revoir. Tantai moli serat romana convergente